Bonsoir à tous, bienvenue dans LFNA TV, l'émission référence des fans de football en Nouvelle-Aquitaine. Une émission en grande partie consacrée ce soir au troisième tour de la Coupe de France, avec 4 résumés de matchs dont 2 derbys. En Charente, le FC La Roche-Rivière défiait le CS Leroy Angoulême, tandis qu'en Charente-Maritime, le FC Oléron était opposé au FC Rochefort. Il y avait des derbys en Coupe de France, mais également en National 2, où nous avons suivi le choc régional entre Angoulême-Charente et le FC Libourne. Le capitaine des Pingouins, Malik Seck, sera notre invité ce soir. LFNA TV numéro 108, c'est parti. Galanterie oblige, on débute cette émission avec le foot féminin. C'était ce week-end le grand retour de l'AD1 Arkema avec un premier match très compliqué pour les Girondins de Bordeaux. Le calendrier n'était pas facile avec la réception du Paris Saint-Germain et ça s'est mal terminé pour les joueuses de Patrice Lair. Défaite 3-0 avec des buts des internationales Sakina Karchaoui et Grace Gayoro. Également un but de Sandy Baltimore. Dans les autres matchs, à noter notamment la tenante du titre, l'Olympique Lyonnais, qui n'a pas fait de détails face au Havre, 4-0. Le Havre sera d'ailleurs le prochain adversaire des Girondins de Bordeaux, samedi à 15h. Du côté de la Gironde, on vous rappelle que la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine s'est associée avec les Girondins de Bordeaux pour offrir à l'ensemble des licenciés la gratuité de la place pour toutes les rencontres à domicile de l'équipe professionnelle féminine des Girondins. Avant de s'intéresser au troisième tour de la Coupe de France, je vous donne un rendez-vous incontournable à noter dans vos agendas. Lundi prochain, émission spéciale de LFNA TV en direct du siège de la Ligue à Puy-Moyen. Émission consacrée au tirage au sort du quatrième tour de la Coupe de France. On se retrouvera en direct à 19h pour le tirage, pour les réactions et pour la traditionnelle remise des maillots. Parmi les clubs qui visaient une qualification pour ce quatrième tour, l'AS Merpin, héros de la précédente édition avec un 7e tour historique du club charentais qui était tombé les armes à la main, on le rappelle, lors d'une défaite au tir au but face à l'US Lèche Cap-Ferret. Merpin qui recevait les Girondins du CMO Bassins ce week-end. L'ancien petit poussé a-t-il gardé ses bottes de 7 lieux ? Réponse avec ce résumé signé Touami Nassiri. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à tous au club de Merpin pour un match de Coupe de France où s'opposera Merpin et Bassins. Vous pouvez changer, hein. Je vais vous présenter un petit peu le club de l'AS Merpin qui, l'année dernière, a fait un parcours exemplaire en Coupe de France. On a été le plus loin de l'histoire du club. Le club, aujourd'hui, est composé de 3 équipes seniors, une A, une B, une équipe A7 et une école de foot avec toutes les catégories d'âge. Et l'équipe B a fait un parcours à peu près honorable. Et cette année, la Coupe de France, comme on dit souvent, appartient aux joueurs et le championnat appartient au club et au coach. Voilà. On est parti de pas grand chose, on a développé au fil des années. Là on est vraiment sur une base familiale, c'est avant tout le mot d'ordre pour le club, que ce soit des plus petits ou plus grands. L'idée c'est maintenant de commencer à travailler dans la qualité, on a une certaine quantité déjà maintenant, en termes de logistique on est au maximum ou presque, donc de commencer à travailler sur la qualité. On a des éducateurs dans toutes les catégories, on a d'ailleurs toutes les catégories répertoriées pour le foot. Le coup d'envoi est donné par l'AS Merpin et ce sont bien les visiteurs du CMO Bassins qui mettent rapidement la pression sur les buts adverses. Mais la frappe ne sera pas cadrée. Les locaux réagissent sur coup franc, mais ils n'inquiètent pas le portier adverse. À la 31e minute, sur une frappe instantanée des 25 mètres de Thomas Lemarec, qui finit sur le poteau, à 2 doigts d'ouvrir le score. C'est au tour des locaux
de répondre, mais la frappe également n'est pas cadrée. À la 41e minute, sur un festival de dribble d'Alan Lafille qui tente sa chance, mais le portier adverse est vigilant avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première mi-temps avec un score de parité 0-0. Au retour des vestiaires, c'est les visiteurs sur coup franc qui tentent leur chance, mais Dylan Ming est bien vigilant. Les locaux sur corner, mal ressorti, et c'est Quentin Balou qui trouve le poteau pour l'AS Merpin, mais toujours le score vierge 0-0. Ça pousse du côté des locaux, mais encore une fois, la frappe de Quentin Balou est tout près d'ouvrir le score. Les visiteurs sur coup franc n'arrivent toujours pas à trouver les buts, bien protégés par le portier adverse. C'est la dernière occasion sur coup franc pour l'AS Merpin, mais Hugo Macouillard n'arrive pas à cadrer sa tête avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match pour aller tout droit à la séance de pénalty pour une future qualification au 4e tour de la Coupe de France. Place à la séance de tir au but. Honneur à l'AS Merpin qui ouvre le score par Hugo Macouillard. Bassins tente et cette magnifique pichenette de Pablo Escolano, suivi de ce poteau de Wassim Mouhand pour l'AS Merpin qui donne l'avantage à Bassins et qui n'en profite pas sur cette transversale de Rudy Louis. C'est Geoffrey Sicot qui s'engage et qui marque son penalty, suivi de Kevin Gasteuil également. Quentin Balou également marque son tir au but. William Pin tente et trouve le petit filet. C'est au tour de Dylan Charot pour l'AS Merpin qui tente sa frappe et stoppé par le portier de Bassins. C'est très simple, si Anthony Charlebois marque. Et c'est la délivrance pour le CMO Bassins qui se qualifie pour le 4e tour de la Coupe de France. C'est par rapport au dispositif, on a commencé par un 3-5-2. On pensait vraiment jouer contre une équipe qui allait vraiment jouer sur un bloc bas et balancer, nous prendre un revers. Donc on était parti sur un dispositif pour préparer le match de championnat de la semaine prochaine. On avait dit on va jouer sur un bloc bas avec 3 défenseurs, 2 excentrés. Et on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à garder le ballon devant. Et le fait qu'on ne garde pas le ballon devant, fait qu'on prenait des vagues à répétition. Et ça a été très 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 compliqué pour nous. Donc on n'arrivait pas à se trouver, on perdait vite le ballon, on a perdu confiance en nous. Et à partir de la 30e minute, quand je suis passé en 4-3-3, on a été quand même bien plus cohérent parce qu'on les a pu s'embêter sur les côtés. Et là, ça ressemblait quand même à un match qui était quand même beaucoup plus équilibré après. Première mi-temps où j'ai demandé à mettre quand même pas mal d'impact et puis on savait que c'était une équipe qui était pas simple à bouger à domicile chez elle. Donc par rapport à la semaine dernière, mieux rentrer dans la première mi-temps, parce qu'en championnat ça s'était pas forcément très très bien passé. Donc les garçons ont répondu présent d'entrée et je pense que cette première mi-temps est quand même assez validée dans son ensemble. Voilà, la deuxième, forcément, Merpin allait revenir dans son match, donc je pense que les débats se sont un peu plus équilibrés. Donc je pense que on a essayé de commencer au mieux le match, quoi. Voilà. Un grand bravo aux joueurs du CMO Bassins que l'on retrouvera donc lundi prochain lors du tirage au sort. On reste en Charente où un derby enflammait les foules ce week-end dans l'agglomération d'Angoulême. D'un côté, le club du FC La Roche-Rivière situé à La Rochefoucauld. De l'autre, le CS Leroy Angoulême. Une vingtaine de kilomètres séparent ces deux clubs qui se sont livrés une bataille acharnée sur la pelouse du complexe sportif de Bel-Air. Le tout devant la caméra de notre correspondant en Charente, Touami Nassiri. C'est un club qui existe depuis maintenant 11 ans. Cette année, on a 277 licenciés aujourd'hui. On a 14 équipes, on a une grande équipe de bénévoles, on a un groupe animation très important.
Après, on a fait un très beau recrutement avec 14 joueurs qui sont arrivés au club cette année. Au niveau des jeunes, on a restructuré aussi en ramenant un ancien de la maison pour s'occuper de tout l'équipe de foot à 8. Un nombre de licenciés très important. On a une section féminine qui est existante depuis le début de la création du club. Et surtout, depuis 2 ans, on a créé une section handisport, sport adapté, qui est gérée par Alexis Perrière et Georges Bermejeau, qui accueille une trentaine de personnes qui évoluent le vendredi soir ou le samedi matin. Et on travaille en collaboration avec l'hôpital de La Rochefoucauld, ou des structures adaptées qui nous accompagnent dans notre démarche. La suite, je ne sais pas, mais parce qu'on ne s'en était pas fixé en termes de Coupe de France. On sait juste que c'est un match sympa à jouer parce que contre un adversaire local, charentais, d'autant plus le Roi Sommer, qui aujourd'hui est installé en Charente au niveau R2, donc est supérieur à nous. Donc aucune pression là, de ce côté-là. Donc le match est abordé de notre côté de façon très cool. Avec un niveau d'écart, la Roche-Rivière FC Tardoire, Régional 3, reçoit le CS Leroy en Régional 2. Et c'est bien les locaux qui s'illustrent rapidement sur cette frappe de Daniel Newton qui ne trouvera pas le cadre. À la 16e minute, les locaux sont tout près d'ouvrir le score par ce magnifique lob de Valentin Verlaine. Mais la frappe ne sera pas cadrée. Les locaux poussent, mais ne trouvent pas la faille dans la défense des Angoumoisins. Le CS Leroy réagit sur coup franc tiré par Noah Keita, mais la tête n'est pas cadrée. En fin de première mi-temps, c'est sur un ballon perdu par le défenseur du CS Leroy, Daniel Newton, qui tente une frappe sans difficulté interceptée par le portier adverse, avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première période sous le signe de 0-0. Le coup d'envoi est donné par les Angoumoisins pour cette seconde période et c'est Benjamin Berneron qui tente de forcer les choses sur coup franc, mais sans danger pour Alexis Pierrière. Les visiteurs poussent dans cette deuxième période et c'est au tour d'Alexis Le Gaufre de tenter une frappe enroulée qui passe près du cadre. À la 61e minute, les locaux réagissent sur cette belle phase de jeu et une magnifique passe décisive que Vincent Aymon décroche une frappe des 18 mètres qui ne laisse aucune chance au portier angoumoisin et permet aux locaux de mener par 1-0. Le CS Leroy tente de réagir sur coup franc, mais l'offensive passe près du cadre adverse. On joue les derniers instants et c'est sur un coup franc zidanesque qu'Antoine Talus égalise et permet à son équipe de revenir dans le match avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin du match, synonyme de tir au but. Les deux équipes vont donc s'affronter sur cette séance de tir au but et c'est le CS Leroy qui commencera cette séance. Et c'est Alexis Le Gaufre qui va s'élancer pour tirer ce premier penalty et qui marque à contre-pied ce premier penalty. Ensuite, c'est au tour de Vincent Aymon qui loupe son premier tir au but, suivi par Pierre-David du CS Leroy, du CS Leroy qui a inscrit son but. Du côté de la Roche-Rivière, c'est Kylian Pelado qui marque le but également. Pour le Roi, c'est Théance Sumera avec un gardien tout proche d'arrêter ce penalty. C'est au tour de Guéric Brard qui prend à contre-pied le gardien du CS Leroy, suivi de Kevin Georges qui marque. Et l'avant-dernier tir au but encore marqué par le FC Tardoire. Et le ballon de la victoire est dans les pieds d'Antoine Talus qui marque et qui envoie le CS Leroy au 4e tour de la Coupe de France. Une qualification pour les Angoumoisins lors de cette séance de tir au but.
Moi je pense qu'on a manqué de fraîcheur en parlant un peu foot. Après je me remets aussi en question, les joueurs aussi. Je pense que si on avait réédité la prestation de la semaine dernière par exemple en championnat, je pense qu'on était un cran au-dessus. Après avec toute humilité, voilà, on a manqué de fraîcheur sur ce match-là. Eux ils ont fait un vrai match de coupe. Voilà, c'était des duels engagés. Tactiquement, ils ont bien coupé nos relations aussi. Et comme je t'ai dit, on a manqué un peu de fraîcheur. Après, première mi-temps, j'ai trouvé qu'on était un peu au-dessus par rapport à l'équipe de La Roche-Rivière. Mais c'était pas net. Il nous manquait cette fraîcheur et ce petit quelque chose en fait. Donc les débats en fait, ils se sont un peu équilibrés. Après un match de Coupe de France, tu sais très bien, c'est assez particulier. Donc c'est l'équipe qui est la plus déterminée qui remporte le match. Aujourd'hui, on n'a pas manqué de détermination, mais voilà, si je peux résumer, je pense qu'on a manqué de fraîcheur par rapport au potentiel que j'ai par rapport au groupe. Direction le district de la Charente-Maritime maintenant avec là aussi des derbys passionnants, notamment un duel sur l'île d'Oléron entre l'équipe insulaire du FC Oléron et le FC Rochefort, deux clubs qui ont l'habitude de s'affronter, que ce soit dans les catégories jeunes ou seniors. Direction le stade Philippe Aubrière à Saint-Georges d'Oléron avec ce résumé qui vous a été concocté par notre reporter Théo Rodriguez. Troisième tour de Coupe de France, l'île d'Oléron Football recevait le Rochefort Football Club au stade Philippe Aubrière de Saint-Georges d'Oléron. Un match compliqué attendait les Oléronais puisque 3 divisions séparent ces deux formations. Oléron évolue en départemental 1 et Rochefort en régional 1. Mais en Coupe de France, tout est possible et ça, Grégory Poitou, le président de l'île d'Oléron Football, le sait bien. Il y a eu une grosse prépa du coach, donc David Bonichon. Donc on était sur l'euphorie justement du match de Coupe de France contre Marennes. Donc après on a enchaîné sur un match contre Cabario avec une victoire. Et là donc on sentait un petit peu les joueurs sur leur petit nuage. Donc David a su peser les mots et les recadrer justement un petit peu pour qu'ils puissent entamer cette rencontre dans les meilleures conditions. Quand j'étais petit, bien sûr, on regardait la Coupe de France comme tout le monde et on a vu des exploits jusqu'en finale. Donc moi je parle pas de finale, mais juste passer ce tour, pourquoi pas, pour justement remporter les maillots. Parce que je pense que c'est au niveau des joueurs, c'est la récompense de la Coupe de France. Après, c'est que du bonus. Gagner les maillots, forcément, les joueurs y pensent, mais attention à ne pas brûler les étapes. Il faudra d'abord s'imposer face à une très belle équipe de Rochefort. Début de match, corner pour les Rochefortais. De Oliveira Maya envoie le ballon dans la boîte. Le ballon ressort jusque dans les pieds de Sceaux qui va prendre sa chance, mais sa frappe passe au-dessus. De Oliveira Maya qui protège bien son ballon et peut lancer Soro en profondeur qui frappe, mais le portier oléronais fait un bel arrêt. Les Oléronais tentent de réagir. Keita envoie un centre au second poteau pour Niafoua qui frappe du gauche, mais sa tentative finit sur le poteau. Ballon au milieu du terrain pour Rochefort. De Oliveira Maya qui, de magnifiques ballons lobés, va lancer Soro dans la profondeur et à une touche va lober le gardien. C'est superbe. Rochefort ouvre la marque dans ce match. Niafoua qui part dans le dos de la défense rochefortaise. Il parvient à se défaire d'un défenseur et envoie un centre au second poteau pour Keita qui ne peut pas la reprendre, mais le ballon reste dans la surface et sur le duel. Ce ballon est touché de la main par Kali. L'arbitre va désigner le point de pénalty. Péno pour Oléron. C'est Keita qui va le frapper côté gauche, mais le portier rochefortais fait un bel arrêt et empêche l'égalisation. 45e minute, l'arbitre envoie tout le monde au vestiaire. 1-0 pour Rochefort sur la pelouse du stade Philippe Aubrière. Début de la seconde mi-temps, corner pour Rochefort, c'est frappé rasant pour Soro qui enchaîne la frappe, mais ça finit dans les gants de Clément Chauvin. De Oliveira Maya à la baguette une nouvelle fois qui cherche son coéquipier Soro, mais la défense s'intercepte. Deveau récupère ce ballon et la remet à De Oliveira Maya qui d'une magnifique frappe va trouver le fond des filets et permet à Rochefort d'alourdir le score. Keita côté gauche tente de centrer mais un défenseur rochefortais est sur la trajectoire et va toucher ce ballon de la main. Nouveau pénalty pour Oléron. Cette fois-ci, c'est Niafoua qui va le frapper, mais Sylvain Robin va une nouvelle fois arrêter ce pénalty, mais le ballon retombe dans les pieds du tireur qui n'a plus qu'à finir. Oléron réduit la marque dans ce match.
De Oliveira Maya récupère ce ballon, il la donne à Yao Komenan qui décale Deveau. Il prend sa chance mais bute sur le gardien oléronais. Deveau côté gauche, cette fois il parvient à se défaire de 2 défenseurs oléronais. Il centre en direction de De Oliveira Maya qui décale Kanate Boussougou, qui du droit va crucifier l'île d'Oléron. Ça fait 3-1 pour Rochefort. Le score qui va en rester là, victoire du Rochefort Football Club en terre oléronaise. Jordan Castrien, capitaine de cette équipe rochefortaise, est très satisfait, on l'écoute. Enfin les maillots. Ouais, très content, ça fait plus de 3 ans à Rochefort qu'on n'a pas passé ce tour-là, là on y est, et puis voilà, puis c'est que du plaisir maintenant. Ouais, merci, match compliqué, mais on a su mettre la manière, l'intensité, même si c'était une D1, on les a pas négligés, on a joué à notre niveau. Manque de réalisme. Je pense qu'on a manqué de réalisme. Et c'est ça qui, je pense, qui a pesé sur le match. Bien sûr, quand tu vois que ton public est derrière toi à fond et qui te soutient de la 0 à la 90e et qui viennent te dire des mots encourageants pour te dire de ne pas lâcher. Parce que c'est un match avant tout. Et c'est pour se faire plaisir. Donc moi je pense qu'on s'est fait plaisir. Mais on aurait dû prendre ce plaisir pour s'énerver un peu, mettre notre ego un peu devant et nous dire que bah voilà, là, certes c'est un match, il faut se faire plaisir, certes on est une D1, mais on s'en fout. On doit aller les taper, si on peut les taper, on va les taper. Je pense que c'est ça. Quand tu vois l'entame du match, première mi-temps, 1-0, ils ont les chocottes en face. Parce qu'ils se disent que comment une D1 on arrive à faire ce genre de truc. Ils ont eu un peu peur et à la deuxième mi-temps, pénalty encore sur eux, alors qu'il y avait 2-0 et là 2-1. Je pense que là ça a dû glisser et je les voyais en plus s'échauffer un peu les graines, qui commençaient à crier l'un sur l'autre un peu, se fâcher un peu. Donc je pense qu'on les a fait peur, mais on n'a pas été réaliste. Je pense que c'est ça le sujet, c'est tout. Toujours en Charente-Maritime, mais cette fois sur la terre ferme, un duel passionnant à La Rochelle entre le club local de l'ASS portugais et la formation du FC Hervaux Saint-Jouin, club situé dans le district des Deux-Sèvres. Un match spectaculaire, perturbé par un orage impressionnant et un scénario de dingue à la clé, le tout devant la caméra de notre reporter Théo Rodriguez. 3e tour de Coupe de France, l'association culturelle et sociale des Portugais de La Rochelle recevait le football club Hervaux Saint-Jouin au vélodrome Maurice Delaunay ce dimanche. Une seule division sépare ces deux clubs puisque les Portugais de La Rochelle sont montés en départemental 2 la saison dernière, tandis que les Hervaudais, eux, évoluent en départemental 1. C'est un match jouable, affirme Jérémy Texera, le président et joueur de l'ASS portugais de La Rochelle. Sincèrement, oui, c'est jouable. On a préparé la semaine assez sérieusement. On a des joueurs qui ont déjà joué un petit peu plus haut. Une division, voilà. Après, sur un match, tout est possible. On va essayer de faire au mieux, quoi. Sincèrement, on n'est pas stressé. C'est un match comme un autre. Donc, c'est vrai, on pense au maillot, mais on essaye de pas trop y penser. On verra bien à la fin du match ce qui se passe. En tout cas, les 22 acteurs sont prêts, ils entrent sur la pelouse et l'arbitre de cette rencontre va pouvoir donner le coup d'envoi de ce match. Liègre envoie un bon ballon en profondeur pour Orville qui se retrouve face au gardien Rochelet. Il frappe, mais ça ne trompe pas la vigilance de Dacunha. Pinero décale Touré côté gauche, il crochette le défenseur Hervaudais et frappe. Premier poteau, mais le gardien fait un bel arrêt. Liègre qui cherche cette fois-ci Petro dans le dos de la défense qui frappe à une touche, mais sa frappe est trop écrasée pour trouver le chemin des filets. Tête de Lumino dans l'entrejeu, Guilbault, le défenseur Rochelet, envoie lui aussi une tête en direction de son gardien, mais Petro anticipe bien la trajectoire de cette passe et lobe magnifiquement le portier Rochelet qui ne peut rien faire. Hervaux Saint-Jouin ouvre le score, ça fait 1-0 dans ce match. 45e minute, l'arbitre renvoie tous les joueurs au vestiaire, ce sont les Hervaudais qui mènent dans cette rencontre. Début de la seconde période, long dégagement de Ravaillot. Orville gagne ce duel de la tête, il transmet à Petro qui une nouvelle fois tente le lob, mais cette fois-ci ça passe au-dessus. Situation similaire après ce long dégagement, Orville qui dévie de la tête à Petro dans le dos de la défense. Nouveau lob et nouveau but, doublé pour lui dans ce match. 2-0 pour les Hervaudais.
Les Portugais de La Rochelle qui tentent de réagir tout de suite. Rush solitaire de Barros dans la défense adverse qui prend sa chance à l'entrée de la surface et c'est au fond. Le gardien est battu, les Rochelais réduisent la marque. Salarden récupère le ballon dans le rond central, il la donne à Maya qui trouve son buteur Pinheiro. Il tente une magnifique frappe de loin et ça rentre. Superbe but, 2-2, les Rochelais qui égalisent dans ce match. L'été qui reprend ce dégagement de la tête, il décale Pinheiro, contrôle de la cuisse et frappe enchaînée, ça finit au fond. Retournement de situation incroyable au Vélodrome Maurice Delaunay. Les Portugais de La Rochelle qui mènent au score désormais, 3 buts coup sur coup devant un public en ébullition. Les Hervaudais n'ont pas dit leur dernier mot sur cette touche envoyée directement dans la boîte. La défense rochelaise n'arrive pas à se dégager. Le ballon arrive dans les pieds d'Orville qui envoie une frappe, mais magnifique parade de Dacunia qui sauve les siens. Sur le corner qui suit, le ballon est centré dans la surface. Maya sort ce ballon de la tête et de volée. Raguenaud tente sa chance, mais Dacunia capte ce ballon. L'arbitre va donner le coup de sifflet final. Explosion de joie chez les Portugais de La Rochelle qui ont réalisé l'exploit. 3-2 score final après avoir été mené de 2 buts. Une deuxième mi-temps très bien maîtrisée, affirme Flavio Pinheiro, auteur d'un doublé dans ce match. On l'écoute. Très belle victoire, on a bien tamé la deuxième mi-temps comme il faut. On s'est bien bagarré jusqu'au bout et c'était magnifique. Cette réduction du score, elle vous pousse vers le haut, c'est ça ? Quand on se prend le deuxième but, mentalement c'est dur. Mais il faut rien lâcher et au final ça paye. C'est une très belle équipe, mais en vrai je pense qu'on était un peu plus fort sur la deuxième mi-temps. Ils ont un peu relâché donc ça nous a permis de mettre les 3 buts. Je dirais qu'on est tombé face à une très belle équipe en face, honnêtement. Très très belle équipe, ça jouait très bien. Le terrain était un peu petit, je pense que ça manquait un peu de jeu de notre côté. En face ça jouait très bien. On mène 2-0, normalement quand on mène 2-0 dans un match comme ça doit jamais arriver, mais je dirais peut-être un peu d'envie ou l'agnac peut-être. On s'est peut-être un peu fait avoir par l'ambiance aussi, c'est un tout. Les Portugais de La Rochelle seront donc bien présents au 4e tour et se verront remettre les fameux maillots. Parmi les clubs qualifiés, on retrouve Château-Larcher qui est allé s'imposer 5-2 sur le terrain de Saint-Christophe. Victoire 3-0 d'Arsac-Le-Pian face au FC Jonzac Saint-Germain. Victoire 5-2 de Ruffec face à Saint-André-Cubzac. Victoire 2-0 de Saint-Palais-Sport contre le CA Sainte-Hélène. Victoire dans un match spectaculaire de Saint-Jean-de-Luz, 4-3 face au Stade Montois. Victoire 6-2 pour le FC L'Escar. Victoire 8-0 pour l'Entente sportive La Rochelle sur le terrain de Clucé. Victoire 4-1 de Thouars Foot 79 face au FC Rété. Un but partout, score final entre Nontron-Saint-Pardoux et l'ESA Brive et une séance de tir au but interminable. 11-10 au final pour la victoire de Nontron-Saint-Pardoux. 6-1 pour l'UA Cognac Foot sur le terrain de Nersac. 3-0 pour l'Entente Boé-Bonencontre, habitué des exploits en Coupe de France face à l'Antonnais. Et puis victoire 10-1 d'Andernos face à la Landkouz dans un match là aussi un petit peu fou. 4-0 pour Facture Biganos face à l'US Fargue. 6-1 en déplacement pour l'US Chauvigny sur le terrain de l'AF portugais. 4-0 pour l'US Lèche-Cap-Ferré, 2-1 pour les Jeunets d'Anglette, 1-0 pour l'Aviron Bayonnais FC. Voilà pour les résultats des clubs basques. Dans les autres rencontres, 5-1 en faveur de l'AS du Pays Mélois face à Nieul l'Espoir, 4-0 pour Nueil-Aubier face à Vic, 8-3 pour l'Étoile Maritime, le club de La Rochelle qui est allé s'imposer sur le terrain du SA Montcoutan. Limoges Football a battu Saint-Priest 5-0, 8-2 pour la JA Hill sur le terrain de l'US Lessac, 4-0 pour l'Avenir Gouzon sur la pelouse d'Ambazac et puis qualification au bout du suspense pour le FC Occitane, habitué de la Coupe de France, 2 buts partout, score final face à Limoges-Lafarge et qualification au tir au but du FC Occitane. Dans les autres rencontres, l'AS Saint-Pantaléon a écrasé Vangsin 6-0, victoire 3-0 de l'US Bouscatez face à Nord-Gironde, victoire 14-0 pour le FC Cœur Médoc Atlantique face à Saint-Freigne, victoire 5-0 du SA Mérignac face à Bergerac, 2-0 pour le FCE Mérignac Arlac sur le terrain
du RC Chambéry. Et puis 4 derniers résultats avant de conclure cette page Coupe de France. La victoire 12-0 du Stade Poitvin sur la pelouse de Beauvois, la victoire 5-1 du FC Choré, la victoire 5-0 de Châtellerault sur la pelouse de Mirebeau et la victoire 6-0 de l'AS Panazol qui continue son bon début de saison en gagnant à Limoges avec ce score de tennis. Un grand coup de chapeau à tous les clubs qualifiés pour le 4e tour. Des clubs qui ont donc gagné les fameux maillots et qui pourront suivre lundi prochain en direct à 19h le tirage au sort du 4e tour sur la page Facebook de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine. Lors de ce week-end de Coupe de France, il y avait tout de même des matchs de championnat, notamment en National 2, avec la 4e journée de la poule B qui démarrait vendredi soir par un derby néo-aquitain entre Angoulême-Charente et le FC Libourne. D'un côté, l'ACFC qui veut rester invaincu le plus longtemps possible au Stade Lebon, de l'autre, un promu ambitieux aux dents longues, le FC Libourne. Le résumé de ce match vous est proposé par notre correspondant charentais, Touami Nassiri. Bon, alors déjà, c'est notre priorité, c'est que notre slogan, c'est « Envahissons le bon ». Donc ça veut dire qu'on a envie de partager avec le plus de monde possible notre projet, nos émotions. Donc oui, c'est important ce début de saison parce qu'il donne envie aux gens de venir nous voir, essayer de voir si cette année, potentiellement, on peut jouer les premiers rôles ou pas. Donc non, nous, on est sur cette motivation-là de faire venir les gens et donc vraiment ce début de saison nous aide à les faire venir. Le football avant tout, avant de penser au niveau professionnel, c'est de partager, c'est là encore, c'est d'avoir les gens heureux avec nous dans notre projet. Donc oui, bien sûr, c'est une vraie satisfaction. Un coup d'envoi fictif a été donné par l'ancien international Djibril Cissé, présent au stade Lebon. Le FC Libourne démarre avec le ballon et ce sont bien les Angoumoisins qui mettent en danger la défense du FC Libourne sur cette tête de Mahamadou Diarra qui finit sur la transversale. À la 11e minute, sur corner, les visiteurs ouvrent le score sur leur première occasion par une tête d'Elijah Mendy qui leur permet de mener au stade Lebon 1-0. Les Angoumoisins réagissent sur ce coup franc d'Anthony Soubervi, bien sorti par le portier adverse dans les pieds de Benjamin Barque, qui ne trouve pas le cadre. C'est encore sur pied arrêté que le FC Libourne trouve les filets du but par un nouveau but d'Elijah Mendy qui signe son doublé. Il permet au FC Libourne de mener par 2-0. Les visiteurs continuent à pousser, c'est sur cette frappe du numéro 10, bien repoussé par le gardien de la CFC. L'arbitre de la rencontre siffle la fin de cette première mi-temps avec un net avantage 2-0 pour le FC Libourne. Les Angoumoisins donnent le coup d'envoi de cette deuxième période avec une détermination pour revenir rapidement au score. Ils ne perdent pas de temps, mais la reprise de Karl Fabien n'est pas cadrée sans grande inquiétude pour le portier adverse. On joue la 50e minute sur un festival sur le côté. El Hadji Sek centre en première intention devant la sortie du gardien adverse et c'est bel et bien Andrea Marquez qui n'arrive pas à sortir le ballon du but vide et permet au FC Libourne de mener 3-0 à Angoulême. La CFC n'abdique pas et sur ce jeu court, Alexandre Mourabi Amari tente un plat du pied, mais le gardien adverse est bien positionné. C'est à la 83e minute que les locaux réagissent grâce au coaching gagnant. C'est Noah Marcheseau qui délivre une passe décisive à Karl Fabien qui marque pour les Angoumoisins. La dernière occasion du match sera pour les visiteurs pour cette magnifique
percée de Tanguy Guerrino, bien suivi par Anthony Castera, et c'est la barre transversale qui est touchée avant que l'arbitre de la rencontre siffle la fin de ce match et permet au FC Libourne de faire une excellente opération à l'extérieur. Forcément, il nous a manqué un peu de réalisme, surtout en première mi-temps. Au bout de 2-3 minutes de jeu, on a un coup de pied arrêté où on tape la barre, alors que 5 minutes après, ils nous mettent un but sur coup de pied arrêté et puis rebelote 15 minutes après. Donc forcément, à la mi-temps, on perd 2-0, alors que on prend 2 buts sur coup de pied arrêté, alors que dans le jeu, on rivalise plutôt bien. On n'a pas grand-chose à envier à cette équipe. Et début de deuxième, on allait revenir avec de bonnes intentions. Puis au bout de 5 minutes, pareil, on prend le troisième qui nous tue un peu mentalement et qui nous fait, on sait que derrière, ça va être difficile pour revenir. Et eux, forcément, ils gèrent plutôt bien la deuxième mi-temps. Et c'était un match assez tactique. On savait comment y jouer, on savait à quoi s'attendre, et on savait qu'il fallait en fait être vraiment solide et que ça allait jouer sur des détails. Donc c'était vraiment le mot d'ordre, être solide et exploiter les contres. Je pense qu'on a bien réussi à le faire et on marque sur 2 coups de pied arrêtés en première mi-temps. On est fort dans ce domaine et on a su en profiter. Et après, on a su les faire déjouer en les attendant. Peut-être qu'ils ne s'attendaient pas à ça de base, qu'on les laisse jouer autant. C'était notre plan de jeu et ça a bien fonctionné. Après, en deuxième mi-temps, il fallait tenir le score. On met rapidement le troisième. Donc après, il faut être solidaire entre nous et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et pour continuer de parler de cette victoire de Libourne, mais également du bon début de saison des Pingouins, j'accueille le capitaine du FC Libourne, c'est Malik Seck qui est avec moi. Bonsoir Malik. Bonsoir Benjamin. Malik, on s'était donné rendez-vous cet été, on vous avait eu dans LFNA TV, on s'était donné rendez-vous après 5 journées. Bon, il n'y a eu que 4 journées, mais le bilan est quand même très positif. Pour l'instant, 0 défaite pour un promu, un fauteuil de leader, même si on le sait, c'est anecdotique, mais 3 victoires, un nul en 4 journées, bilan très satisfaisant, je suppose. Bilan très satisfaisant, encourageant pour la suite. Donc avec pas match à l'extérieur, un match à domicile, on arrive à avoir 3 victoires et un match nul. Donc je pense que c'est satisfaisant pour la suite. Vous vous appuyez, je suppose, sur la continuité de la saison précédente. On le sait, quand certains clubs promus réussissent, c'est aussi lié à la spirale positive qui continue. Exactement. Tout ça, c'est grâce déjà au président Madi Mondar qui met tous les moyens avec un staff de qualité. Le recrutement a été fait de manière intelligente dans le sens où garder l'ossature de l'équipe. Et puis, on a eu quelques renforts. Et on continue sur la lancée de la saison précédente. On vient de voir les images, on va revenir sur le match de vendredi soir, un derby néo-aquitain. C'était pas forcément évident, Malik, parce qu'on avait eu notamment le directeur sportif Pierre-Emmanuel Allard d'Angoulême-Charente il y a quelques semaines dans l'émission. Leur objectif, c'était vraiment, par rapport à la saison dernière où les résultats n'étaient pas très bons à domicile, d'être très fort au Stade Le Bon, d'être invaincu le plus longtemps possible. Donc c'est un gros coup que vous avez réalisé vendredi. Ouais, un gros coup parce que Angoulême c'est un très grand club, donc je pense que c'est un club qui est habitué à la N2. Nous on est promus, on est parti en toute humilité. On a joué avec nos qualités, nos valeurs dans la solidarité. Et puis au final on a eu la victoire. Avec toujours la petite réussite qui fait du bien aussi, même si vous l'avez provoqué cette réussite, mais il y a le tir sur la barre de Diarra et juste derrière dans la foulée un coup de pied arrêté parfaitement frappé et parfaitement repris par votre coéquipier qui met d'ailleurs un doublé. Je suppose que ce but-là, Malik, il a fait du bien. Oui, exactement, sauf que on aurait pu marquer sur des transitions rapides. Après, on a mal joué certains coups, mais après c'est comme ça, il y a des choses à travailler. Après, ils ont eu la malchance de taper la barre et nous, sur un coup de pied arrêté, on arrive, et déjà Mendy arrive à débloquer le match. Après, sur un autre coup de pied arrêté aussi, nous, on travaille sur nos points forts, on sait c'est quoi nos points forts. Et puis je pense que c'est une victoire méritée sur l'ensemble du match.
Alors le deuxième but, c'est pas le même tireur, mais on sent quand même qu'il y a eu beaucoup de travail cet été puis la saison dernière parce que vous l'avez dit Malik, doublé d'Elijah Mendy, mais c'est pas le même tireur, mais c'est encore déposé, hein. Là c'est un coup franc, c'est pas un corner, mais quel caviar il lui met. Exactement. Après, on sait que ça, Sofiane Bassa, Tanguy Guerrino, même Théo Montavi qui n'est pas là, on sait qu'on a de très bons tireurs. Après, cela ne fait pas tout. Après, il faut de la détermination, il faut de l'engagement et je pense que mentalement, je pense que l'équipe a la détermination qu'il faut pour voilà pour essayer de gagner tous les duels. En tout cas, pour l'instant, ça nous réussit, ben on va continuer à appuyer sur ça. Et c'est important, hein, Malik, parce qu'on le sait, en N2, ça se joue souvent sur des détails. C'est un championnat très compliqué. Avoir une telle force sur les coups de pied arrêtés, ça peut vraiment être un argument en votre faveur. Exactement. Après Angoulême, on les avait joués en match amical, hein. Donc match amical en pré-saison, on avait, je vais pas dire dominé tout le match, mais on avait la maîtrise du jeu et tout. Après, sur une erreur, ils ont ouvert le score. Et les matchs amicaux sont faits pour ça. Donc on a vite appris. Et puis voilà, maintenant, on est plus en alerte. On sait que voilà, ça se joue sur des détails. Plus on monte de niveau, plus ça se joue sur des détails. Et voilà, raison pour laquelle faut que nous, on soit concentrés du début à la fin jusqu'à la fin du match. Et le but du 3-0 qui plie totalement la rencontre, il est signé de notre invité Malik Seck, même si bon, c'est mieux pour le pauvre Andrea Marquez qui pousse le ballon dans les filets, c'est mieux que ça soit attribué à Malik. En dehors du but, peut-être contre son camp, c'est surtout, il y a un festival. Vous parliez tout à l'heure, Malik, de Soufiane Bahassa. Qu'est-ce qu'il nous fait comme festival avec un petit pont au passage et il vous sert parfaitement dans la profondeur. Exactement, Sofiane, on connaît tous ses qualités. C'est un super joueur, très très technique, très talentueux. Et puis voilà, j'ai laissé faire son petit show et après au dernier moment je l'appelle, il me glisse la balle. Après en toute transparence, moi je voulais rentrer pour Castera. Après comme on dit, la chance elle se provoque, hein. Donc le ballon il s'est cadré, peu importe qui c'est qui marque. Moi pour moi le plus important c'est de prendre les 3 points. Il n'y a pas de prime au nombre de buts, Malik, parce que là dans ces cas-là non. Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, c'est Malik pour l'instant qui se voit attribuer ce but, le but du 3-0, le but qui les met vraiment sous l'eau et qui vous permet de décrocher la victoire. Moi, il y a quelque chose, Malik, qui m'a frappé sur les buts. On en voit beaucoup des buts dans toutes les divisions, mais c'est qu'à chaque fois que quelqu'un marque chez vous, il y a tout le temps, sur tous les matchs, quasiment toute l'équipe qui vient fêter avec le buteur. Ça, c'est aussi le signe d'un collectif où l'ambiance est très bonne et où tout le monde tire dans le même sens. Exactement, c'est le plus important. Le plus important, c'est d'être une famille. Comme je dis souvent aux joueurs, quand on est sur le terrain, on est tous ensemble. Peu importe les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, peu importe ce qui se passe 2 semaines d'entraînement, quand on est sur le rectangle vert, faut être solidaire, faut être proche pour aider son coéquipier. Et voilà, maintenant les images sont là, hein. Quelqu'un qui marque, tout le monde est content. Et comme j'ai dit précédemment, peu importe qui c'est qui marque, on est une équipe, on est une famille, et ça c'est le plus important. Votre coéquipier Tanguy Guerrino déclarait à notre micro après le match que ça vous dérangeait pas spécialement de laisser le ballon à l'adversaire, que c'était même parfois une consigne parce que vous êtes sûr de votre force sur les coups de pied arrêtés et sur les contres. C'est bien aussi en N2, Malik, d'avoir toute cette palette à votre disposition parce que vous êtes capable de gérer la possession de balle, mais aussi de laisser le ballon aux adversaires. Exactement, c'est ce qui fait notre force. Après, depuis l'année dernière, on a travaillé sur ça. Aujourd'hui, on s'est beaucoup plus amélioré. Voilà, maintenant, il y a des choses à régler sur l'avant-dernière passe ou la dernière passe, sur les transitions rapides. Je pense qu'on en a eu 2 en premier mi-temps qu'on gère pas très bien. Après, le plus important, quand on est discipliné tactiquement, il y a rien qui peut nous arriver. Après, voilà, c'est vrai qu'on joue beaucoup sur les transitions off, mais aussi, des fois, on a la possession du ballon, on sait jouer au ballon aussi. Faut pas que les gens ils pensent qu'on on marque que sur coup de pied arrêté, on marque aussi dans le jeu. Après, on a une grosse palette. Voilà, maintenant, tout dépend des matchs. Si on est à domicile, à l'extérieur, tout dépend des équipes aussi contre lesquelles on joue. D'ailleurs, il y aura encore un derby régional
ce week-end et ça ne sera pas forcément évident parce que Trélissac n'a pas toujours été payé, mais c'est une équipe qui est dure à manœuvrer, hein, Malik. Exactement. Après, on prend les matchs les uns après les autres. Maintenant, le match d'Angoulême, il est passé. On a bien récupéré. Dès aujourd'hui, on se remet au travail. Voilà, pour bien préparer du mieux Trélissac. Après, la vérité d'un week-end n'est pas forcément celle de l'autre. Après, voilà, on va se préparer pour gagner. On est chez nous. On se doit de gagner chez nous. Et on verra bien au coup de sifflet final. Mais je suis convaincu que si on met les mêmes ingrédients depuis le début de la prépa, je vais pas dire il y a rien qui peut nous arriver, mais on sera vraiment difficile à bouger. Et il y aura les supporters en plus pour ce match face à Trélissac parce que l'engouement continue du côté de Libourne avec ses résultats positifs. Vous qui connaissez parfaitement les deux niveaux, Malik, vous aviez joué en N2 avec le Stade Bordelais, vous connaissez bien la N3 aussi. C'est quoi la grosse différence, le gros gap entre le N3 et le N2 On sait que c'est pas pareil. Qu'est-ce qui est différent en N2 ? Déjà, je vais parler d'infrastructure. Déjà, les pots ne sont pas les mêmes. En toute honnêteté, là, on a joué contre Saumur, Avoine, Angoulême. Franchement, leurs terrains, ils sont nickel. Donc, ça facilite le jeu. Après, le seul danger, c'est à vouloir trop jouer, des fois, on s'expose. On n'est pas à l'abri d'une erreur. Et la différence entre la N2 et la N3, c'est la moindre erreur, mais tu prends un but derrière. Voilà. Comme j'ai dit, j'ai eu la chance de jouer en Ligue 1, de pas entraîner avec les pros, et bien, c'est là, c'est différent. C'est une erreur, il y a but derrière. Voilà. Et il y a énormément de talent, on le sait, en N2 comme en N3. Dernier mot, Malik, avant de vous laisser tranquille. On sait qu'il y a de la récup à faire aussi avant ce derby contre Trélissac. Dernier mot, Malik, lundi prochain, dans l'émission, il y aura en direct le tirage au sort de la Coupe de France avec le 4e tour, la traditionnelle remise des maillots. Malik, est-ce que les ambitions cette année, c'est surtout de se concentrer sur le championnat ou vous avez aussi envie de briller à Libourne en Coupe de France ? Après, c'est le président qui fixe les objectifs. Nous, on est des salariés, on se doit de remplir notre mission. Et je sais que voilà, l'année dernière, il voulait aller le plus loin possible en Coupe, chose qui n'a pas été faite. Mais je pense que c'était un mal pour un bien. La preuve, on a réussi à monter en N2. Maintenant, c'est une nouvelle saison. Je pense que l'effectif, il est beaucoup plus étoffé que celle de l'année dernière. Il y a plus de qualité aussi. Donc voilà, avec le président, il a fixé les mêmes objectifs que l'année dernière. On va essayer d'aller le plus loin possible. Et déjà, le parcours pour l'instant est très bon et on va continuer de vous suivre parce que les Pingouins n'ont pas dit leur dernier mot, que ce soit en championnat ou en coupe. Et à l'image de leur capitaine, le début de saison est parfait. Et puis on appelle la Ligue, hein, Malik, pour vous officialiser le but. Non, pas besoin. Moi, le plus important, c'est que l'équipe gagne, qu'on prenne du plaisir, qu'on donne du plaisir aux supporters. Et je tenais à remercier parce que contre Angoulême, ils étaient présents aussi. À domicile, ils sont toujours présents. Donc voilà, le 12e homme, on sait que c'est très très important. Donc voilà, je tenais à remercier les supporters du FC Libourne, le maire de Libourne et surtout le président Mondermandi pour tout ce qu'il met en place depuis l'année dernière. Et voilà, pourvu que ça dure. Et vous saluez, Malik, vos coéquipiers et l'ensemble du staff, le président inclus de Libourne, et un grand coup de chapeau pour ce début de saison. Merci, Malik. Merci beaucoup à vous. Voici les résultats complets de cette 4e journée de la poule B de National 2 avec, on le rappelle, la victoire de Libourne 3-1 du côté d'Angoulême, la victoire de Blois 1-0 face à Chinon, le 0-0 entre Trélissac et les Herbiers, un but partout pour Bergerac-Périgord en déplacement sur la pelouse de Bourges. Et puis, il y avait notamment la victoire de Paris 13 Atlético sur le terrain du SCO Angers. Conséquence au classement, Libourne est leader. Le promu qui s'installe en tête devant Saint-Privé, Saint-Hilaire et La Roche Vendée Football. Angoulême-Charente est 4e, Bergerac-Périgord 8e. Trélissac est actuellement 11e avec 3 points. Le programme de la 5e journée de cette poule B de National 2 avec un derby de Nouvelle-Aquitaine samedi à 16h entre le FC Libourne et le FC Trélissac. Bergerac-Périgord jouera samedi à 18h face à la réserve du SCO Angers. Et puis il y aura le déplacement d'Angoulême-Charente samedi à 18h30 sur le terrain de Chinon.
On continue avec les résultats des catégories jeunes, avec tout d'abord le championnat national U19 féminin et la lourde défaite des Girondins de Bordeaux sur le terrain de l'En Avant Guingamp. C'était dimanche, défaite 6-2 des Girondines, actuellement dernière du classement. Les Girondines avec 0 points au compteur et une différence de but de -5. Il faudra se réveiller. Chez les garçons, dans la poule C du championnat national U19, on jouait la 4e journée avec la lourde défaite de Trélissac Anton Périgord à domicile face au Stade Rennais 5-0. Le match nul des Girondins de Bordeaux sur le terrain de la Berrichonne Châteauroux, 1 but partout. La victoire du SA Mérignac 2-1 face au Stade brestois. Au classement, ça donne Nantes en tête devant Lorient et Rennes, un trio breton. Donc pour le statut de leader de ce championnat, Mérignac est 5e, plutôt bon début de saison de la part du SA Mérignac. Et puis les Girondins de Bordeaux sont 9e, Trélissac est 12e. La Lanterne Rouge se nomme Vertou. Concernant le championnat national U17, 2 grosses surprises dans la poule E avec samedi la défaite des Girondins de Bordeaux dans le derby face à Mérignac. Le SA Mérignac décidément avec de bons résultats chez les jeunes en ce moment. Le FC Marmande 47 a battu Marseille. C'était un choc dans les Landes et c'est un choc qui est revenu au club local devant un public venu nombreux. 3-1 pour le FC Marmande 47, avec donc au classement Montpellier en tête, Marseille 3e côté Néo-Aquitaine, côté Nouvelle-Aquitaine plutôt. Le SA Mérignac est 6e, Marmande 8e, Bordeaux et 9e, la Lanterne Rouge se nomme le Toulouse Football Club. Dans la poule F, pour conclure, dimanche, lourde défaite de Saintes, l'ES Saintes Football qui s'est incliné à Brest 7-1 face au leader du championnat. Et puis les Chamois niortais, eux, ont ramené une superbe victoire de la pelouse du FC Lorient, victoire 3-0 du club de Sévrien qui est 9e au classement. L'autre club de la Nouvelle-Aquitaine, l'ES Saintes Football, est 12e avec 3 points. On termine cette émission avec un mot de futsal. Pour la 3e année consécutive, la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine a organisé samedi un événement, le Trophée des champions futsal, qui se déroulait dans la salle du lycée Václav Havel de Bègle. Une affiche qui opposait l'AJ Aulnay Futsal Club, champion de Régional 1, à la JA Dax Football, vainqueur de la Coupe régionale de Nouvelle-Aquitaine. Et c'est le club de Charente-Maritime qui s'est imposé sans trembler. Score final 7-1 en faveur de l'AJ Aulnay Futsal Club, que l'on félicite pour ce trophée. LFNA TV numéro 108, c'est désormais terminé. Merci à Théo Rodriguez et Touamina Siri à l'édition. Merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager et à commenter cette émission. On se retrouve lundi prochain. On sera en direct de Puy-Moyen pour une émission spéciale consacrée au tirage au sort du 4e tour de la Coupe de France. D'ici là, n'oubliez pas le plus important, le football, qu'il soit professionnel ou amateur, ça reste un jeu.